Clac. La gifle me brûle, mes lunettes éclatent sur le chêne. 15 invités retiennent leur souffle. J'ai sacrifié 5 ans de silence. Elle m'humilie pour un dessert. Ce qu'elle ignore, 720 000, 3 comptes, une clause de prêt. Ce salon du 6e cache un secret. Quand je parle, tout s'effondre. La gifle est venue si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé, se fracassant sur le parquet en chaîne, tandis que 15 invités observaient dans un silence absolu. Ma joue brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était infiniment pire. Véronique venait de me frapper parce que j'avais refusé de partir avant le dessert. « C'est ce que tu gagnes à être si égoïste », a-t-elle crié pour que tous entendent. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans ce salon du 6e arrondissement ne savait, c'est que j'avais aux 720 000 cachés dans 3 comptes secrets. Et un plan pour détruire leur vie parfaite. Je m'appelle Bernadette Moreau. J'ai 68 ans. Et voici l'histoire de comment une vieille professeure discrète a écrasé la famille qui tentait de la voler. Le dîner avait commencé normalement. Marc, mon fils unique, m'avait invité pour célébrer sa promotion au cabinet d'avocat. Véronique portait cette robe noire qui coûtait plus que ma pension mensuelle. Ses ongles manucurés à £80, la séance brillant sous le lustre en cristal. Son sourire ne montait jamais jusqu'à ses yeux, cette douceur vénéneuse dans le ton de voix que j'avais appris à reconnaître. « Maman vient d'arriver de Villeurbanne », avait dit Marc à ses collègues, avec cette pointe d'embarras qu'il pensait que je ne remarquais pas. J'étais assise au bout de la table, dans mon cardigan gris habituel, mes chaussures confortables, mes cheveux tirés en chignon serré. Invisible comme toujours. Mais j'écoutais. J'observe toujours. Pendant l'apéritif, Véronique avait murmuré à l'oreille de sa sœur « 40 ans d'enseignement du français et elle ne comprend toujours pas qu'on mange avec la fourchette de gauche. » Son rire cristallin portait du venin. Sa amie avait gloussé, jetant un regard condescendant vers ma tenue simple. Quand j'ai voulu raconter une anecdote sur mes anciens élèves, Véronique m'a coupé. « Bernadette, les invités préfèrent peut-être des histoires plus contemporaines. » Le mépris dans sa voix était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai essayé de sourire, comme j'avais fait pendant 5 ans de mariage de Marc. 5 ans d'humiliation polie, de remarques empoisonnées, de condescendance emballée dans du papier cadeau. Mais quand le moment est venu de servir le coq au vin que j'avais moi-même préparé, Véronique a déclaré devant tous « Bernadette, j'ai commandé quelque chose de plus raffiné. Ton plat est un peu rustique pour ce soir. » Mon plat. Celui que Marc adorait enfant. Celui que je cuisinais depuis 40 ans. Rustique. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée calmement, j'ai pris mon manteau et j'ai annoncé que je partais. « Déjà ?» a lancé Véronique avec une fausse déception. « Mais on n'a même pas pris le dessert !»« Je pense qu'il vaut mieux que je parte. » J'ai répondu doucement. Et c'est là qu'elle a explosé. « Non, tu ne vas pas encore jouer la martyre. Tu ne vas pas gâcher la soirée de Marc avec tes caprices de vieille femme. » La salle s'est figée. Marc a baissé les yeux vers son assiette. Personne n'est intervenu. « Assieds-toi et finis ton repas comme une adulte responsable. » J'ai continué vers la porte. Et c'est là qu'elle m'a frappé. Clac. Le bruit a résonné dans le silence comme un coup de feu. Mes lunettes cassées gisaient sur le parquet, mes yeux larmoines, et 15 personnes me regardaient, comme si j'étais responsable de ce qui venait de se passer. « Maintenant tu restes », a-t-elle sifflé entre ses dents. Mais pour la première fois en 5 ans, j'ai regardé Véronique droit dans les yeux et j'ai dit « Non ». Je suis partie sans mes lunettes, descendant l'escalier en tâtonnant contre la rampe, mes mains tremblant de rage et d'humiliation. Dehors, l'air froid de novembre m'a giflé une seconde fois. Je suis si heureuse que vous soyez là à m'écouter. Vous savez, quand j'ai décidé de raconter cette histoire, je ne savais pas si quelqu'un croirait qu'une grand-mère de 68 ans pouvait se venger ainsi. Si vous aussi avez déjà vécu quelque chose de similaire en famille, ou connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, d'où m'écoutez-vous? J'aimerais savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert en rentrant chez moi cette nuit-là. Dans mon petit appartement haussmannien près du parc de la Tête d'Or, j'ai passé la nuit à reconstituer 5 années de petites humiliations. Chaque remarque venimeuse, chaque regard condescendant, chaque fois où Marc n'avait pas pris ma défense. Mais surtout, j'ai repensé aux signes que j'avais ignorés. Le petit emprunt de 1500 que Véronique avait fait sur mon compte l'année dernière pour une urgence médicale qui s'est révélée
être un sac Hermès. L'accès temporaire à mes relevés bancaires que Marc avait demandé pour m'aider avec la paperasse et qui avait duré 3 mois. Le commentaire de Véronique lors d'un déjeuner: ce serait plus simple si Bernadette acceptait qu'elle vieillit et allait en maison de retraite. À l'époque, j'avais ri jaune. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas de la préoccupation, c'était un plan. Le lendemain matin, au lieu d'attendre que Marc m'appelle pour s'excuser, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris l'offensive. J'ai appelé Maître Dubois, le notaire qui avait géré l'achat de l'appartement de Marc. Sa secrétaire m'a donné rendez-vous l'après-midi même. Dans son bureau lambrissé près de la place Bellecour, j'ai ouvert le dossier que je gardais dans mon armoire depuis 5 ans. L'acte notarié qui formalisait mon cadeau de 180 000 $ pour l'appartement de Marc. « Madame Moreau », m'a dit Maître Dubois en ajustant ses lunettes, « vous avez été très prudente à l'époque. Ce document n'est pas un don. C'est un prêt familial avec clause de remboursement immédiat en cas de rupture grave. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Que si vous estimez que la relation familiale a été rompue par un abus ou un manque de respect grave, vous pouvez exiger le remboursement immédiat des 180 000 $. Et si votre fils ne peut pas payer, oui, nous pouvons procéder à une saisie immobilière. L'appartement sera vendu aux enchères. Pour la première fois depuis la gifle, j'ai souri. Mais avant d'actionner la justice, je voulais savoir exactement contre quoi je me battais. Il me fallait des preuves. Le restaurant où travaillait Véronique se trouvait dans le Vieux Lyon, un bistrot moderne fréquenté par des touristes et des cadres. J'ai commencé à y aller l'après-midi, commandant un café au comptoir, observant. Le 3e jour, la chance m'a souri. Véronique était dans la réserve avec son amie Claudine, la porte entr'ouverte. Je me suis approché, faisant semblant de chercher les toilettes. « L'été prochain, on met la vieille en EHPAD », disait Véronique. Marc a déjà parlé avec un médecin pour certifier qu'elle devient confuse. Mon sang s'est glacé. « Tu crois qu'elle va accepter ?» a demandé Claudine. « Elle n'aura pas le choix. Une fois qu'on a la tutelle, on contrôle tout. Ses comptes, ses décisions, sa vie. Et si elle résiste ?» Le rire de Véronique était froid comme de la glace. « J'augmente les calmants dans sa tisane. Elle boit 3 tasses par jour. Elle ne remarquera rien. » J'ai failli vomir sur place. Mais le pire était encore à venir. « Le plus drôle, » a continué Véronique, « c'est qu'elle pense qu'on a besoin de son argent. Si elle savait qu'elle a aux 720 000 $ qui nous attendent, comment savait-elle? Marc a fouillé dans ses papiers quand elle était aux toilettes la semaine dernière. 3 assurances-vie, un livret à plein et un studio à Nice. Cette vieille radin a une fortune. Mes jambes ont tremblé. Mon propre fils avait violé mon intimité. Ma propre belle-fille planifiait de me droguer. Ce n'était plus de la cupidité. C'était de la préméditation criminelle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. « Si elle devient trop difficile à gérer avant l'été, » disait Véronique, « on accélère les choses. Un petit accident, ça arrive vite à son âge. » Cette fois, mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient parfaitement stables. Parce qu'en cet instant, quelque chose d'irréversible s'était produit. La Bernadette douce et silencieuse venait de mourir. À sa place naissait une femme qui allait leur montrer ce que coûte vraiment de sous-estimer une ancienne professeure. J'avais les preuves. J'avais les moyens légaux. Et pour la première fois depuis des années, j'avais un objectif qui me donnait envie de me lever le matin. Détruire leur vie parfaite, méthodiquement, impitoyablement, parce qu'ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Cette nuit-là, dans mon appartement silencieux de Villeurbanne, j'ai écouté l'enregistrement 17 fois. Chaque fois, les mots de Véronique résonnaient comme des coups de marteau. J'augmente les calmants dans sa tisane. Un petit accident, ça arrive vite à son âge. Mon estomac se révulsait. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone sur la table de la cuisine. 43 ans d'enseignement ne m'avaient pas préparé à découvrir que ma propre famille planifiait mon assassinat. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Pas seulement de vol ou de manipulation. D'homicide prémédité. J'ai vomi 2 fois cette nuit. La 2e fois en réalisant que chaque tisane que Véronique m'avait gentiment préparée ces derniers mois contenait probablement déjà des substances. Chaque fois où je m'étais sentie un peu fatiguée après nos déjeuners. Chaque moment de confusion que j'avais attribué à l'âge. Ils avaient déjà commencé. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai menti à mon fils. « Marc, c'est maman? J'aimerais qu'on se voie pour parler de hier soir. » Sa voix était tendue. « Maman, écoute. Véronique s'excuse pour la gifle.
Elle était stressée avec la promotion et « Je ne t'appelle pas pour des excuses, mon chéri. Je veux te parler de mes finances. » Un silence. Puis, « Tes finances ? J'ai pris une décision importante. Je veux tout léguer de mon vivant. Éviter les complications d'héritage, tu comprends ? » Le changement de ton a été immédiat. « Oh, maman, c'est très généreux de ta part. On peut se voir quand tu veux. Demain après-midi, chez vous ? Bien sûr, Véronique sera ravie. » J'en étais certaine. Le lendemain, j'ai enfilé ma robe la plus simple, mes chaussures les plus usées. J'ai mis mes vrais documents bancaires dans un dossier. Mais j'en avais préparé de faux, montrant seulement 15 000 sur un seul compte. Je voulais voir leur réaction. Dans leur salon aux meubles de designer, Véronique m'a accueilli avec un sourire qui ne montait toujours pas jusqu'à ses yeux. « Bernadette, Marc m'a dit que tu voulais nous parler de choses importantes. »« Oui, » j'ai répondu en m'asseyant sur leur canapé en cuir. J'ai réfléchi après l'incident d'hier soir. « Vous avez raison, je vieillis. Il est temps que je simplifie ma vie. » Marc s'est penché vers moi. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement, maman ?» J'ai ouvert le dossier avec les faux documents. « Je veux vous donner ce qui me reste. Aux 15 000, c'est tout ce que j'ai. » Le visage de Véronique s'est décomposé. « 15 000 ? C'est tout ? 40 ans d'enseignement ne rapportent pas grand-chose, tu sais ?» Marc a pris les papiers, les a étudiés. « Maman, tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre ? Pas d'assurance vie, pas de… » « Rien du tout, mon chéri. » Véronique s'est levée brusquement. « Je vais faire du thé. » Dans la cuisine, je l'ai entendue chuchoter furieusement au téléphone. « Elle n'a que 15 000 euros. Comment c'est possible ? Tu as dit qu'elle avait des assurances vie ?» Une voix masculine a répondu, que je n'ai pas reconnue. J'ai vu les documents de mes propres yeux. Elle a au moins 700. 00. Alors elle nous ment. Ou alors elle a tout caché ailleurs. Véronique est revenue avec le thé, ce sourire venimeux de nouveau en place. « Bernadette, tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre ? Parfois, les personnes âgées oublient. » « J'oublie peut-être des choses, » j'ai dit en portant la tasse à mes lèvres, mais pas mes comptes en banque. Le thé avait un goût amer, étrange. J'ai fait semblant de boire, mais j'ai recraché discrètement dans mon mouchoir. Cette tisane était effectivement trafiquée. « Tu sais, Bernadette, » a dit Véronique en s'asseyant à côté de moi, « Marc et moi, on s'inquiète pour toi. Tu vis seule, tu oublies des choses. Je n'oublie rien du tout. Hier soir, tu as eu une réaction très disproportionnée. C'est le genre de comportement qui peut indiquer des troubles cognitifs. » Marc a hoché la tête. « Maman, on a parlé avec un médecin. Il pense qu'un bilan serait une bonne idée. » « Quel médecin ? » « Le docteur Lemoine. Il est spécialisé dans les troubles liés à l'âge. » Je connaissais ce nom. Le docteur Lemoine avait une réputation douteuse. C'était le médecin qui signait facilement des certificats de complaisance pour les familles voulant placer leurs aînés. Et si ce bilan montrait que j'ai besoin d'aide ? J'ai demandé innocemment. Véronique a posé sa main sur la mienne avec une fausse tendresse. On s'occuperait de tout. Tes finances, tes décisions importantes. Tu n'aurais plus à t'inquiéter de rien. Vous prendriez le contrôle de mes 15 000 ? Bien sûr. Et on chercherait s'il n'y a pas d'autre compte que tu aurais oublié. Bingo. J'ai fait semblant d'être fatiguée après le thé drogué. Je crois que je vais rentrer me reposer. Bonne idée, a dit Marc. On programmera ce rendez-vous médical la semaine prochaine. En sortant, j'ai oublié mon écharpe dans leur salon. Prétexte parfait pour revenir. 2 heures plus tard, j'ai sonné à leur porte. Pas de réponse. J'ai utilisé la clé que Marc m'avait donnée pour les urgences. Ils étaient sortis. Parfait. Dans le bureau de Marc, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une chemise marquée « Maman, document ». À l'intérieur, des photocopies de mes vrais relevés bancaires, mes assurances vie, l'acte de propriété de mon studio à Nice. Ils savaient tout. Mais ce n'était que le début. J'ai continué à fouiller et j'ai découvert un deuxième dossier. EHPAD, les Glycines. Une brochure pour une maison de retraite à Grenoble, à 300 km de Lyon, avec une réservation déjà faite à mon nom pour septembre. Dans leur compte personnel, une toute autre réalité. 73 000 de dettes, carte de crédit explosée, un crédit voiture impayé, des factures en retard. Ils étaient ruinés. C'est alors que j'ai trouvé le plus terrible, un contrat d'assurance vie souscrit à mon nom il y a 6 mois. Bénéficiaire, Véronique. Montant, 500 000. Une police d'assurance que je n'avais jamais signée. Ma signature avait été imitée. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone. Puis j'ai remis tout en place et je suis partie.
Dans ma voiture, garée devant leur immeuble, j'ai appelé le premier avocat spécialisé en droit pénal que j'ai trouvé. Maître Rousseau, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent. Il s'agit d'une tentative d'escroquerie et de mise en danger de personnes vulnérables. Madame, pouvez-vous me donner plus de détails? Ma famille projette de me faire interner de force, de falsifier mes capacités mentales et d'usurper mon identité pour souscrire des assurances à mon insu. Et j'ai tout enregistré. Un silence. Puis, vous pouvez venir demain matin? Le lendemain, dans le bureau de Maître Rousseau, près du palais de justice, j'ai étalé toutes mes preuves. Les enregistrements audio, les photos des documents volés, les copies des fausses assurances. L'avocat, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants, a écouté sans dire un mot. Puis il a soupiré profondément. Madame Moreau, ce que vous me montrez constitue plusieurs crimes graves. Usurpation d'identité, faux et usage de faux, tentative d'empoisonnement et complot en vue d'homicide. Que peut-on faire? Plusieurs choses. D'abord, porter plainte au pénal. Ensuite, activer votre prêt familial pour récupérer vos 180 000. Enfin, demander une ordonnance de protection. Combien de temps pour récupérer mon argent? Si vous avez vraiment un prêt familial légalement rédigé, quelques semaines. Ils devront rembourser ou nous saisirons l'appartement. Et pour le pénal? Avec ses preuves? 6 mois d'instruction, puis procès. Véronique risque 10 ans ferme. Votre fils, en tant que complice, 5 ans avec sursis possible. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Maître Rousseau, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Laquelle? Ils ne savent pas que je suis au courant et ils prévoient de passer à l'acte dans quelques semaines. L'avocat s'est redressé. Dans ce cas, madame, nous avons un avantage stratégique considérable. Il avait raison. Marc et Véronique pensaient encore avoir affaire à une vieille femme naïve et isolée. Ils allaient découvrir qu'ils s'attaquaient à une ancienne professeure qui avait appris à décortiquer les mensonges pendant 40 ans et qui n'avait plus rien à perdre. Les 3 semaines qui ont suivi ont été les plus intenses de ma vie. Maître Rousseau m'avait donné une liste précise d'éléments à rassembler. Preuves de la falsification de signatures, enregistrements supplémentaires, témoignages de tiers et surtout documentation de leur situation financière réelle. Pour gagner, Madame Moreau, m'avait-il dit, nous devons prouver non seulement leur intention criminelle, mais aussi leur mobile, l'appât du gain et leur insolvabilité. J'ai commencé par retourner au restaurant de Véronique, mais cette fois avec un plan. Claudine, son amie, y travaillait aussi comme serveuse. Une femme de 40 ans, divorcée, mère de 2 enfants. J'avais remarqué qu'elle semblait souvent fatiguée, stressée par l'argent. Je l'ai abordée pendant sa pause cigarette. « Excusez-moi, vous êtes bien Claudine? Je suis Bernadette, la belle-mère de Véronique. » Son visage s'est tendu immédiatement. « Ah, bonjour madame. Je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Cela concerne Véronique et des activités illégales. » Claudine a écrasé sa cigarette nerveusement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Elle vous a parlé des plans concernant ma mise sous tutelle, n'est-ce pas ?» Le sang a quitté son visage. « Non. Enfin, Claudine, Véronique projette de me faire interner et de falsifier des documents médicaux. Si vous l'aidez, vous êtes complice. Vous risquez la prison. » Ses mains ont commencé à trembler. Mais elle m'a dit que c'était pour votre bien, que vous étiez malade. Regarde-moi bien, Claudine. Est-ce que j'ai l'air malade? Est-ce que j'ai l'air confuse? Elle m'a observé attentivement. Non, pas du tout. Véronique ment. Et si cette affaire éclate, votre nom apparaîtra dans l'enquête. Vos enfants verront leur mère accusée de complicité d'escroquerie. Claudine s'est mise à pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que vous me disiez tout ce que vous savez et que vous m'aidiez à l'enregistrer. C'est ainsi que j'ai obtenu ma première alliée inattendue. Claudine m'a révélé que Véronique avait déjà contacté l'EHPAD de Grenoble pour confirmer ma réservation en septembre. Elle avait aussi rendez-vous avec le docteur Lemoine le jeudi suivant pour finaliser le faux certificat médical. Elle m'a dit qu'avec votre argent, elle et Marc pourraient acheter un appartement plus grand et que je pourrais venir travailler pour eux comme domestique, m'a confié Claudine. Elle avait calculé qu'avec vos 720 000, plus la vente de votre appartement et le studio de Nice, ils auraient plus d'1 million. Mon estomac s'est noué. Ils avaient déjà tout planifié. Ma mort était programmée comme un simple transfert bancaire. Mais le pire était encore à venir. Il y a autre chose, a murmuré Claudine.
Véronique m'a dit que si vous résistiez trop à l'internement, elle augmenterait les doses dans vos tisanes jusqu'à ce que vous ayez un accident cardiaque naturel. Elle a dit que personne ne ferait d'autopsie sur une femme de 68 ans. Bomba 1, le médecin complice. Le mercredi soir, Claudine m'a appelé. Demain à 15 h, Véronique a rendez-vous avec le docteur Lemoine. Ils vont finaliser votre certificat. J'ai contacté l'investigateur privé que Maître Rousseau m'avait recommandé, Philippe Garnier, ancien policier reconverti. Nous devons filmer cette rencontre, lui ai-je dit. C'est la preuve qu'il nous faut. Le jeudi après-midi, Philippe et moi étions postés dans une voiture face au cabinet du docteur Lemoine, boulevard Garibaldi. À 15 h précises, Véronique est arrivée avec un homme que je ne connaissais pas. Grand, barbu, la cinquantaine. « Qui est-ce » ai-je demandé à Philippe. Il a pris des photos avec un téléobjectif. Je vais vérifier. 1 heure plus tard, ils sont ressortis. Véronique tenait une enveloppe et souriait. Philippe a réussi à capter leur conversation grâce à un micro directionnel. Ce soir-là, nous avons écouté l'enregistrement dans le bureau de Maître Rousseau. La voix du docteur Lemoine était claire. Donc, troubles cognitifs sévères, perte d'autonomie, nécessité d'internement immédiat. Le certificat est antidaté de 3 semaines pour justifier la procédure accélérée. Et pour le deuxième certificat, demandait Véronique. Lequel ? Celui qui dira qu'elle est décédée de mort naturelle quand le moment viendra. Un silence glacial, puis « Cela coûtera 20 000 supplémentaires. » Pas de problème. Dès qu'on aura accès à ses comptes. Maître Rousseau a arrêté l'enregistrement. Madame Moreau, nous avons maintenant la preuve d'un complot d'homicide prémédité avec la complicité d'un médecin. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Qui était l'homme avec elle ? Philippe a consulté ses notes. Albert Marchand, il travaille dans une agence immobilière spécialisée dans les successions. C'est lui qui devait s'occuper de la vente de vos biens après votre disparition. Bomba 2. La vente anticipée. Le vendredi matin, Philippe a découvert quelque chose d'encore plus choquant. Madame Moreau, ils ont déjà mis votre studio de Nice en vente. Comment est-ce possible ? Je n'ai signé aucun mandat. Ils ont falsifié une procuration. Votre studio est en ligne sur le site de Marchand depuis 1 semaine. Prix 320 000 dalles. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ils vendent mes biens avant même que je sois morte ? Il y a pire. J'ai contacté l'agence en me faisant passer pour un acheteur. La vente est prévue pour la fin du mois. L'argent sera versé sur un compte ouvert au nom de Marc avec procuration de votre part. Une procuration que je n'ai jamais signée. Exactement. Et devinez qui a servi de témoin pour l'authentifier ? Véronique ? Non. Le docteur Lemoine. Il a certifié que vous étiez saine d'esprit au moment de la signature, alors qu'il prépare en parallèle un certificat disant le contraire. Cette fois, mes mains ne tremblaient plus du tout. Elles étaient parfaitement stables. La rage avait remplacé la peur. Philippe, combien de temps nous reste-t-il ? Selon mes informations, il prévoit de déclencher la procédure de tutelle lundi prochain. Votre internement est prévu pour mercredi. Et votre studio sera vendu vendredi. 5 jours. Il m'avait programmé 5 jours à vivre en liberté. Bomba 3. Le testament falsifié. Le samedi, Philippe m'a appelé d'urgence. J'ai une information critique. Pouvez-vous venir au bureau immédiatement ? Dans son agence près de la gare de la Pardieu, Philippe avait étalé de nouveaux documents sur sa table. Madame Moreau, ils ont fait bien plus que falsifier une procuration. Ils ont créé un testament complet à votre nom. Il m'a montré un document de 6 pages, rédigé sur papier, en tête notariale. Ma signature était parfaitement imitée. Selon ce faux testament, vous léguez tout à Marc, vos 120 000, votre appartement, votre studio de Nice, et même vos bijoux de famille. Et Véronique, elle hérite de vos meubles et objets personnels. Plus une somme de 100 000 pour service rendu en tant que belle-fille dévouée. J'ai lu le document en entier. Chaque phrase était un poignard. À ma belle-fille Véronique, qui a pris soin de moi dans mes dernières années avec tant de patience et d'amour. Patient et amour, j'ai murmuré. Ils appellent ça patience et amour. Mais ce qui m'a achevé, c'est la dernière clause. Je demande expressément qu'aucune autopsie ne soit pratiquée sur mon corps, souhaitant reposer en paix selon mes convictions religieuses. Ils ont pensé à tout, j'ai dit à Philippe. Pas tout à fait. Ce testament a un défaut majeur. Lequel ? Il est daté d'hier. Or, selon leurs propres documents médicaux, vous étiez déjà incapable depuis 3 semaines.
Un testament signé par une personne sous tutelle est automatiquement nul. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Ils se sont piégés eux-mêmes. C'est exactement ça. Leur cupidité les a rendus négligents. Philippe m'a ensuite montré les photos qu'il avait prises devant leur immeuble. J'ai aussi découvert qu'ils ont déménagé vos meubles. Quoi? Jeudi soir, pendant que vous étiez chez Maître Rousseau, ils ont vidé votre appartement. Un camion de déménagement, 3 hommes. Ils ont tout pris. Mais comment ont-ils eu mes clés? Marc avait fait faire un double l'année dernière, soi-disant pour les urgences. Mon appartement, mes 40 ans de souvenirs, mes livres, mes photos, le fauteuil où mon mari s'asseyait pour lire, tout volé. Où sont mes affaires? Dans un garde-meuble à Dessines. Ils comptent tout revendre après votre décès. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus seulement de la cupidité, c'était de la cruauté pure. Ils prenaient au plaisir à effacer ma vie morceau par morceau. Philippe, j'ai une dernière demande. Laquelle? Je veux qu'ils paient pour chaque larme, chaque humiliation, chaque nuit d'insomnie qu'ils m'ont causée. Que proposez-vous? Un piège. Je veux qu'ils se dévoilent complètement devant témoins. Je veux que leur chute soit aussi publique que leur crime. Le plan final. Le dimanche soir, Maître Rousseau, Philippe et moi avons finalisé notre stratégie. Voici ce que nous allons faire, a expliqué l'avocat. Demain, vous allez appeler Marc pour lui dire que vous voulez le voir d'urgence. Vous lui direz que vous ne vous sentez pas bien et que vous avez des choses importantes à régler. Il va soupçonner quelque chose? Au contraire, cela correspond parfaitement à leur planning. Ils penseront que les drogues commencent à faire effet. Philippe a ajouté « Nous filmerons tout. J'aurai 3 caméras cachées dans le salon, plus un micro-cravate sur vous. Et ensuite, vous les pousserez à avouer leurs intentions. Faites semblant d'être confuses, vulnérables. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Pendant ce temps, a continué Maître Rousseau, mes confrères prépareront les mandats d'arrêt. Dès que nous aurons leurs aveux filmés, la police interviendra. Et mon appartement? Nous le récupérerons le même jour. Saisie conservatoire de tous vos biens volés. Et le prêt familial? Signification d'huissier mardi matin. Ils auront 48 heures pour rembourser les 180 000 ou nous procéderons à la saisie immobilière. J'ai regardé ces 2 hommes qui m'aidaient à reconquérir ma dignité. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne tournera mal, a dit Philippe avec assurance. Ils ne s'attendent à rien. Pour eux, vous êtes encore la petite vieille docile qui se laisse gifler sans réagir. Maître Rousseau a refermé le dossier. Madame Moreau, demain soir, cette histoire sera terminée. Soit ils avoueront et iront en prison, soit ils n'iront et nous les y enverrons quand même avec nos preuves. Et moi, vous serez libre, libre et riche de tous vos biens récupérés, plus les dommages et intérêts qu'ils vous devront. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Demain, j'allais voir le visage de Marc et Véronique quand ils découvriraient qu'ils s'étaient attaqués à la mauvaise personne. Demain, la douce professeure Bernadette allait montrer ses griffes, et ils n'étaient pas prêts d'oublier la leçon. Le lundi matin à 9 heures précises, j'ai appelé Marc. « Mon chéri, c'est maman. Je ne me sens pas très bien. J'ai eu des malaises cette nuit. » Sa voix a immédiatement changé de ton. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens confuse, fatiguée, et j'ai peur. J'ai l'impression que je perds la mémoire. » Un silence, puis « Tu veux qu'on vienne te voir? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on parle de mes affaires, au cas où il m'arriverait quelque chose. » Bien sûr, maman. On arrive dans 1 heure. 1 heure plus tard, Marc et Véronique sonnaient à ma porte. J'avais enfilé ma robe la plus terne, ébouriffé mes cheveux, et mis un peu de fond de teint pour paraître plus pâle. « Maman, tu as l'air fatiguée, » a dit Marc en m'embrassant. « Oui, ces derniers jours ont été difficiles. J'oublie des choses, je me trompe dans mes comptes. » Véronique a échangé un regard satisfait avec Marc. « Bernadette, c'est normal à ton âge, il faut juste accepter qu'on a besoin d'aide. » Nous nous sommes installés dans mon salon. Philippe avait caché 3 caméras, une dans le vase sur la cheminée, une derrière les livres, une dans l'horloge. Le micro-cravate était dissimulé sous mon cardigan. « Qu'est-ce que tu voulais nous dire exactement ?» a demandé Marc. « Je veux faire mon testament. Maintenant, avant que je ne sois plus capable. » Véronique s'est penchée vers moi, ses yeux brillants de cupidité. « C'est très sage, Bernadette. Tu as des volontés particulières? Je veux tout vous laisser. Mais j'ai peur d'avoir menti l'autre jour. » Menti sur quoi? Marc a serré ses poings. « Sur mes économies, je n'ai pas que 15 000 terres. » Moment viral 1. La révélation de l'argent.
J'ai ouvert lentement mon secrétaire. J'en ai sorti 3 classeurs épais que j'ai posés sur la table basse, un par un. Assurance vie, AXA, 240 000 $. Le visage de Véronique s'est illuminé. Assurance vie, Groupama, 315 000 $. Marc s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Livret à plus placement divers, 165 000 $. Véronique a tendu la main vers les documents. 720 000, exactement comme on pensait. Elle s'est arrêtée net, réalisant ce qu'elle venait de dire. Comme vous pensiez? J'ai demandé innocemment. Non, je voulais dire comme on espérait, pour ta sécurité financière. Et il y a aussi le studio à Nice, j'ai ajouté. Valeur estimée 320 000 $. Marc a sifflé entre ses dents. Plus d'1 million au total. Oui, et je veux que ce soit à vous, mais j'ai une condition. Véronique s'est redressée, méfiante. Laquelle? Je veux que vous me promettiez de bien vous occuper de moi. Je ne veux pas finir dans une maison de retraite loin de tout. Bien sûr, maman, a dit Marc rapidement. On s'occupera de tout. Même si je deviens difficile, même si j'ai des moments de confusion. Véronique a posé sa main sur la mienne avec ce sourire venimeux que je connaissais si bien. Bernadette, on a déjà tout organisé. Tu ne manqueras de rien. Qu'est-ce que vous avez organisé exactement? Marc et Véronique ont échangé un regard. Eh bien, on a regardé quelques établissements spécialisés. Au cas où... Lesquels? Il y en a un très bien à Grenoble, les Glycines. Très moderne, très... Grenoble? Mais c'est à 300 kilomètres. C'est justement l'avantage, a dit Véronique. Tu serais au calme, loin du stress de la ville. Et mes visites? On viendrait, régulièrement. À quelle fréquence? Un silence gêné. Puis Marc, 1 fois par mois, peut-être 2. Et si je refuse d'y aller? Véronique a durci le ton. Bernadette, si un médecin certifie que tu n'es plus capable de décider pour toi-même, tu n'auras pas le choix. Quel médecin? Le docteur Lemoine. Il est spécialisé dans ces questions. Et vous l'avez déjà rencontré? Nouveau regard entre eux. Nous avons pris rendez-vous pour cette semaine. Pour me faire examiner? C'est juste une précaution, maman. Et s'il dit que je suis incapable, que se passe-t-il? Véronique a souri froidement. On s'occupe de tout. Tes finances, tes décisions, ta santé. Tu n'aurais plus à t'inquiéter de rien. Mes finances seraient gérées comment? On aurait une procuration générale, a expliqué Marc. Pour payer tes soins, tes médicaments et le reste de l'argent, on le placerait en sécurité, pour ton avenir. J'ai fait semblant de réfléchir. Et si je tombais malade, très malade? On te soignerait, bien sûr. Et si les traitements ne marchèrent pas? Véronique a baissé la voix. Il faudrait accepter que la nature suive son cours. Vous me laisseriez mourir? Bernadette, à ton âge, avec tes problèmes de santé, il faut être réaliste. Quel problème de santé? Je vais très bien. Marc a posé sa main sur mon bras. Maman, tu oublies des choses, tu es confuse, tu as des malaises. Depuis quand? Depuis que tu bois nos tisanes, a murmuré Véronique. Le silence était assourdissant. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé. Véronique a pâli. Rien. J'ai dit que tu buvais beaucoup de tisanes. Non, tu as dit depuis que tu bois nos tisanes. Tu m'as mal comprise. Qu'est-ce que vous mettez dans mes tisanes? Marc a regardé sa femme avec panique. Maman, tu délires, on ne met rien du tout. Alors pourquoi est-ce que je me sens mieux depuis que j'ai arrêté d'en boire? Véronique s'est levée brusquement. Cette conversation devient ridicule. Tu es malade, Bernadette. Tu as des hallucinations. Comme c'est pratique. D'abord vous me droguez. Ensuite vous dites que je délire. Personne ne te drogue, a crié Marc. Alors explique-moi ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. Moment viral 2, la bombe audio. La voix de Véronique a empli le salon. J'augmente les calmants dans sa tisane. Elle boit 3 tasses par jour. Elle ne remarquera rien. Marc s'est figé. Véronique a tendu la main vers mon téléphone. Éteins ça. Si elle devient trop difficile à gérer avant l'été, on accélère les choses. Un petit accident, ça arrive vite à son âge. Où tu as eu ça? A balbutié Marc. Dans votre restaurant préféré. Vous parliez si fort! L'enregistrement a continué. Le plus drôle, c'est qu'elle pense qu'on a besoin de son argent. Si elle savait qu'elle a aux 720 000 qui nous attendent, Véronique s'est assise lourdement, le visage décomposé. Et il y a mieux, j'ai dit en changeant de fichier. La voix du docteur Lemoine, troubles cognitifs sévères, perte d'autonomie, nécessité d'internement immédiat. Le certificat est antidaté de 3 semaines. Celui qui dira qu'elle est décédée de mort naturelle quand le moment viendra,
Cela coûtera 20 000 supplémentaires. Marc s'est levé d'un bond. Maman, on peut tout expliquer. Explique-moi aussi ça. J'ai sorti les photos de leur faux testament, des documents de vente de mon studio, de leur rendez-vous avec l'agent immobilier. Vous avez vendu mon studio à Nice, vous avez créé un faux testament, vous avez vidé mon appartement. C'était pour te protéger, a murmuré Marc. Me protéger de quoi? De ma propre vie? Véronique a retrouvé sa voix, dure et glaciale. Tu n'es qu'une vieille femme inutile. Tu gâches notre vie. On mérite cet argent après tout ce qu'on a supporté. Tout ce que vous avez supporté? Tes plaintes constantes, tes visites, tes cadeaux empoisonnés. Mes cadeaux empoisonnés? Les 180 000 de l'appartement. Tu nous les as donnés pour nous contrôler. Je vous les ai prêtés. Et je veux qu'ils me soient remboursés. Marc a ricané. On n'a pas 180 000, maman. On est endetté jusqu'au cou. Je sais, 73 000 de dettes, c'est ça? Leur silence a confirmé mes dires. Alors vous serez expropriés. Cet appartement sera vendu aux enchères. Tu ne peux pas faire ça, a crié Véronique. Je viens de le faire. Mon avocat a déposé les papiers ce matin. Moment viral 3, l'arrivée de la police. C'est à ce moment que la porte d'entrée s'est ouverte. Maître Rousseau est entré, suivi de 2 gendarmes en uniforme et d'une femme en civil. Madame Véronique Moreau, a dit la femme, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, usurpation d'identité et complot en vue d'homicide. Véronique a reculé contre le mur. C'est impossible. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons tout, madame. Les enregistrements, les faux documents, les témoignages. L'un des gendarmes a sorti des menottes. Veuillez tendre vos mains. Non, je refuse. Cette vieille folle a tout inventé. Le gendarme l'a saisie fermement. Clic. Les menottes se sont refermées sur ses poignets. Marc était debout, tremblant. Et moi? Monsieur Marc Moreau, vous êtes également en garde à vue pour complicité. Maman, Marc s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. Maman, s'il te plaît, ne m'appelle plus maman. J'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Mon fils serait mort, plutôt que de prévoir mon assassinat. Mais je ne savais pas qu'elle... Tu savais tout, Marc. Tu as fouillé dans mes papiers, tu as falsifié des procurations. Tu as choisi ta femme plutôt que ta mère. Je me suis approché de lui une dernière fois. Tu veux savoir ce qui me fait le plus mal? Ce n'est pas la cupidité, ce n'est pas les mensonges. C'est que quand elle m'a giflé devant 15 personnes, tu as regardé ton assiette. Les gendarmes l'ont emmenée. Véronique a craché en passant devant moi. Tu vas mourir seule, vieille sorcière. Peut-être, j'ai répondu calmement. Mais toi, tu vas mourir en prison. La porte s'est refermée. Le silence est retombé sur mon salon. Maître Rousseau s'est approché. « Comment vous sentez-vous, Madame Moreau ?» J'ai regardé les documents étalés sur ma table. Mais aux 720 000 $. Ma liberté reconquise. Ma dignité restaurée. Libérée, j'ai dit. Pour la première fois depuis 5 ans, je me sens libérée. 6 mois plus tard, juillet 2024, le soleil méditerranéen caresse mon visage, tandis que je sirote mon café au lait sur la terrasse de mon studio niçois, face à la promenade des Anglais. Mes cheveux, désormais coupés au carré et teintés d'un châtain clair avec quelques mèches dorées, flottent dans la brise marine. Je porte une robe bleu azur que j'ai achetée aux Galeries Lafayette, la première fois de ma vie que je me suis offert quelque chose de cher sans culpabiliser. Mes lunettes ont une monture moderne, rouge cerise, qui contraste avec mon ancien style invisible. Mes chaussures sont des sandales en cuir italien, confortables mais élégantes. Quand je me regarde dans le miroir, je vois enfin une femme qui se respecte. L'appartement que Marc et Véronique considéraient comme leur propriété a été vendu aux enchères judiciaires pour 510 000 $. Après remboursement de leurs dettes et de mon prêt, il me restait 320 000 $ de profit. Ajouté à mes 720 € d'économie récupérée et à la valeur de ce studio, 320 000, je dispose maintenant de plus d'1 million d'euros. Pour la première fois de ma vie, je suis riche et libre. Chaque matin, je me promène sur la promenade des Anglais jusqu'au marché aux fleurs. J'achète des pivoines, des roses, des mimosas que je dispose dans mon salon baigné de lumière. L'après-midi, je lis dans les jardins Albert Poimier des romans que je n'avais jamais eu le temps de découvrir. Virginia Woolf, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir. Des femmes qui ont refusé d'être invisibles. J'ai également rejoint l'association Les Petites Sœurs des Pauvres, qui aide les personnes âgées isolées.
Chaque semaine, je finance les courses de 10 familles en difficulté, anonymement. 800 par semaine qui disparaissent de mon compte sans que je m'en aperçoive. L'argent, quand on en a assez, devient magique. Il achète la dignité d'autrui. Le procès s'est tenu en avril. Véronique a été condamnée à 8 ans de prison ferme pour tentative d'empoisonnement, usurpation d'identité, escroquerie qualifiée et complot criminel. Elle purge sa peine à la maison d'arrêt de Lyon-Corba. Ses cheveux ont perdu leur brillance, son teint sa perfection. Les photos que Philippe m'a montrées révèlent une femme vieillie de 10 ans en 6 mois. Marc a écopé de 3 ans avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 200 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. L'ironie de cette dernière peine m'a fait sourire. Il doit s'occuper de personnes âgées qu'il avait méprisées en ma personne. Le docteur Lemoine a perdu son droit d'exercer à vie et a été condamné à 5 ans de prison. L'agent immobilier Albert Marchand purge 2 ans ferme pour complicité. Leurs noms ont fait la une du Progrès de Lyon. Affaire Moreau, quand la cupidité familiale vire au complot criminel. L'histoire a même été reprise par France 3 Rhône-Alpes. Mes anciens collègues du lycée m'ont reconnu et m'ont écrit pour me féliciter de mon courage. Claudine, mon informatrice, a été exemptée de poursuite en échange de son témoignage. Elle a quitté Lyon pour Marseille, où elle a ouvert un petit salon de coiffure grâce à la récompense que je lui ai versée. 50 000. Elle m'envoie des nouvelles de ses enfants chaque mois. Il y a 15 jours, j'ai reçu une lettre de Marc. Il a divorcé et vit maintenant dans un studio à Villeurbanne, ironie du sort, près de mon ancien appartement. Il demande à me voir. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais essayer de reconstruire quelque chose, si tu acceptes. » J'ai mis 3 jours à répondre. Finalement, j'ai accepté un déjeuner. Neutre, public, sans promesse. Nous nous sommes retrouvés hier dans un restaurant de la vieille ville de Nice. Marc avait maigri, ses cheveux grisonnaient, ses vêtements étaient simples. L'homme arrogant avait disparu. « Tu es magnifique, maman », a-t-il dit en me voyant. « Merci. J'ai fait une thérapie ces derniers mois. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur nous, comme quoi que j'ai passé ma vie à chercher l'approbation de femmes toxiques. D'abord ma première petite amie au lycée, puis Véronique. Je croyais que l'amour, c'était accepter d'être humilié. J'ai bu une gorgée de mon rosé de Provence. Et maintenant je sais que le seul amour vrai que j'ai reçu, c'était le tien, et que je l'ai craché à la figure. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne te demande pas de redevenir ma mère comme avant. Je te demande juste une chance de te prouver que je peux être un homme bien. J'ai observé cet homme de 43 ans qui pleurait devant son coq au vin. Mon cœur de mère a vibré. Mais ma nouvelle sagesse a pris le dessus. Marc, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Tu as choisi de me voir mourir plutôt que de contrarier ta femme. Je sais, mais je peux peut-être accepter d'apprendre à te connaître à nouveau, comme 2 adultes qui repartent de zéro. Tu accepterais? À certaines conditions. Nous nous voyons 1 fois par mois, dans un lieu public. Tu ne me demandes jamais d'argent. Tu ne me parles jamais de tes problèmes financiers. Et au moindre manque de respect, c'est terminé définitivement. Il a hoché la tête vigoureusement. Accepté. Nous avons parlé 2 heures. De livres, de films, de politique. J'ai découvert que mon fils avait des opinions, de l'humour, une intelligence que Véronique avait étouffée. Il a découvert que sa mère n'était pas juste une distributrice d'argent, mais une femme cultivée et indépendante. En me raccompagnant à mon studio, il a murmuré « Maman, je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'être une victime. Tu as choisi d'être une guerrière. Ce soir, sur ma terrasse face à la Méditerranée, je repense à cette phrase. Guerrière. Oui, c'est exactement ce que je suis devenue. La petite professeure effacée qui se laissait gifler a disparu. À sa place, une femme de 68 ans qui sait ce qu'elle vaut, qui protège sa dignité, qui aide les autres sans se sacrifier. Véronique m'avait appelée vieille sanguessuga, vieille sangsue. Elle pensait que je m'accrochais à eux par dépendance. Elle a découvert que c'était l'inverse. Ils dépendaient de moi, et moi, je pouvais très bien vivre sans eux. Demain, je prends l'avion pour Venise. 1 semaine dans un hôtel 4 étoiles, seul, libre, riche. Je visiterai les musées, je mangerai dans les restaurants étoilés, j'achèterai des bijoux vénitiens parce que j'ai appris la plus belle leçon de ma vie. Le respect ne se demande pas, il se prend. La dignité ne s'hérite pas, elle se conquiert. Et l'amour véritable ne humilie jamais.
Si vous aussi vous avez supporté trop longtemps des humiliations familiales, souvenez-vous de mon histoire. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour se respecter. À 68 ans, j'ai commencé ma vraie vie, et elle est magnifique.